Alpha Condé, depuis le 17 mai 1991, date de la fin de votre exil et de votre retour en Guinée, vous n'avez eu qu'un seul rêve, prendre le destin de votre pays en main. En 2010, vous êtes devenu président de la République avec un thème, la Guinée is back, porteur de votre vision. Après un début de mandat marqué par le retour des investisseurs, des promesses d'un futur meilleur, mais aussi des revendications diverses, dont des tensions fortes dans la classe politique, des attentes de la population sur le pouvoir d'achat et la bonne gouvernance, la Guinée a connu une crise sanitaire majeure, celle de la fièvre Ebola. Au terme d'une lutte acharnée sur 24 mois, le pays est sorti de cette crise. Octobre 2015, nous voici à Conakry. Vous êtes candidat à votre succession. En 1h30, en compagnie de la Dream Team des intervieweurs d'Africa 24, Babylas Botton, Marie-Angèle Touré et Thierry Ngongon, nous allons dresser un bilan et des perspectives de votre action. Merci d'être l'invité spécial de cette émission présidentielle 2015. Et la première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quel est réellement votre état d'esprit? Quelle est votre morale après un mandat comme président de la République? Est-ce que c'est de l'espoir? Est-ce que c'est de la colère, la révolte ou la détermination? C'est bon, c'est la détermination. Je suis convaincu que nous allons vaincre l'Ebola et que la Guinée va reprendre sa marche en avant. Et deuxièmement, c'est l'espoir, parce que ce que l'Ebola nous a empêché de faire, nous allons désormais pouvoir le faire. Donc, c'est la détermination, la volonté de continuer et l'espoir que la Guinée, comme je dis, Isba, qu'est-ce que ça va changer, continuer. La détermination et l'espoir ont été les axes principaux de votre vision qui vous ont amené à cette accession au pouvoir après de longues années dans l'opposition. On va tout de suite regarder votre parcours. Alpha Condé, l'opposant historique de la Guinée, est le premier président élu démocratiquement à l'issue des élections de 2010. À 77 ans, ce professeur de droit et militant de la première heure accède à la magistrature suprême de son pays. Mais la marche fut longue pour accéder au palais de Sékou Touréa. Dans les années 60, il commence la politique en tant que responsable de l'Association des étudiants guinéens de France et de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Il combattait à l'époque pour l'indépendance de l'Afrique. Je suis venu à la politique tout naturellement. Je suis venu en France à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à militer à la FEANF. Et j'ai suivi mes aînés. Ensuite, nous nous sommes battus pour l'indépendance de l'Afrique. Aujourd'hui, quand je vais dans les autres pays africains, moi j'ai été président de la Fédération du Centre d'Afrique noire en France, donc j'étais le président de tous les autres. Quand je vais chez eux et je vois comment leur pays progresse, et moi qui étais leur président, je vois mon pays, ma fierté serait que mon pays les dépasse. C'est-à-dire, quelles que soient les souffrances que je peux avoir en Guinée, je me battrai pour que la Guinée devienne un modèle. Parce que Moussa Fagnas ou Youssoufou, ils peuvent m'inviter au Sénégal ou à Niamey, moi je ne peux pas les inviter en Guinée. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, etc. Tout le monde est fier de son pays, que vos amis soient faits, surtout que nous avons milité ensemble. Et ensuite, le peuple de Guinée, qui est un peuple brave, courageux, qui a osé dire non, le seul à oser dire non, mérite autre chose que la situation actuelle. Alpha Condé connaîtra l'exil jusqu'à la chute du régime de Sékou Touré en avril 1984. Mais ce n'est qu'en 1991 qu'il retourne au pays. Le professeur Condé et d'autres opposants de l'époque vont exiger des militaires au pouvoir l'ouverture de l'espace politique et l'instauration du multipartisme intégral à travers des manifestations politiques. En 1977, après la rencontre tripartite de réconciliation à Monrovia entre les présidents Sékou Touré, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor, le mouvement national démocratique, le MND, voit le jour. Un mouvement qui évoluera dans ses actions après plusieurs luttes semi-clandestines vers le RPG, le Rassemblement des patriotes guinéens, pour être rebaptisé finalement le Rassemblement du peuple de Guinée. Le 17 mai 1991, c'est en tant que président du RPG qu'Alpha Condé retourne en Guinée. Avec d'autres opposants et notamment Jean-Marie Doré, ils réussissent à faire imposer le multipartisme intégral avant d'autoriser la présence de plusieurs partis d'opposition en Guinée. Quand je vois comment les femmes guinéennes se battent tous les jours au quotidien, vous savez, les maris ne travaillent pas, les enfants qui ont fait des études ne travaillent pas, c'est la femme qui nourrit. Quand je vois comment la jeunesse veut le changement aujourd'hui, quand je vois le degré de mobilisation des femmes guinéennes depuis la période coloniale et l'engagement,
je suis vraiment optimiste parce que je sais qu'ils veulent le changement. Poussé par cet optimisme et fort de sa notoriété, il prend part à la première élection multipartite du pays en 1993. Challenger face à Lansana Conté, le président sortant, il perdra lors d'un scrutin entaché de fort climat de fraude, d'après de nombreux observateurs nationaux et internationaux. En 1998, nouvelle participation à une élection présidentielle. Mais Alpha Condé sera enlevé et emprisonné avant la tenue du scrutin. Il est maintenu 20 mois en prison sans être jugé. Une incarcération sans procès qui soulèvera un fort mouvement de protestation internationale. Jugé en 2000, il est condamné à 5 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Il sera finalement gracié et libéré en mai 2001. Mais cet épisode ne l'empêchera pas de repartir au combat, toujours à la tête du Rassemblement du peuple de Guinée. Je veux dire aux Guinéens que nous devons tourner la page d'avant-hier et d'hier et de nous tourner vers l'avenir parce qu'il faut que nous préparions une meilleure vie à nos enfants et à nos petits-enfants. La vie que nous n'avons pas connue, mais ça, on ne peut pas le faire si les Guinéens ne se donnent pas la main, s'ils ne se pardonnent pas. Au fond, moi, j'ai dit que je serai le Mandela de la Guinée qui va reconnaître les Guinéens, mais aussi Obama, qui va montrer qu'on peut transformer. En 2010, le professeur Alpha Condé est de retour en Guinée avec un programme de campagne et une volonté de changer son pays. Il se prépare alors pour un nouveau combat afin de participer à l'élection présidentielle du 27 juin 2010. Il termine en deuxième position lors du premier tour avec 18,25% des voix. Qualifié pour le deuxième tour, il constitue l'Alliance Arc-en-Ciel avec 20 autres candidats malheureux du premier tour. Face à Cellou d'Alain Diallo lors du deuxième tour de la présidentielle, le 7 novembre, il remportera l'élection avec 52,52% des voix. Il se présente en 2015 avec le slogan « Le progrès en marche ». Il déclare continuer le chantier qu'il a ouvert avec pour priorité la construction des infrastructures, l'autosuffisance alimentaire et la fourniture des services sociaux de base. Va-t-il rééditer l'exploit de 2010? La réponse à l'issue du scrutin du 11 octobre prochain. Monsieur le Président, ce soir vous n'êtes pas président, vous êtes un citoyen ordinaire puisque vous remettez votre mandat en jeu. Opposant historique à votre accession à la présidence en 2010, vous avez dit « J'ai hérité d'un pays, mais pas d'un État ». Vous avez promis à vos concitoyens de relever le pays, de restaurer l'État de droit. Quel bilan faites-vous de manière synthétique aujourd'hui de votre action sur le plan de la gouvernance du pays? Merci beaucoup. Lorsque je dis que j'ai hérité d'un pays, pas d'un État, l'État, c'est les forces de sécurité, c'est la justice et l'administration. C'est les trois piliers d'un État. Or, quand je suis arrivé, tout le monde sait dans quel état était l'armée guinéenne. Donc, ma première préoccupation a été de réformer l'armée. Nous avons réussi une réforme de l'armée. Et avant, quand vous êtes venu en Guinée, vous voyez les militaires dans les rues, monter dans des taxis avec des Kalachnikov, il y avait des chars dans le dehors, des artilleries, etc. Aujourd'hui, nous avons une armée républicaine qui est au service du peuple. La preuve, nous avons même 850 000 hommes actuellement à Kidal, au Mali. La deuxième, c'est la justice. Tout le monde sait quel était l'état de justice guinéenne. Nous avons détaché les magistrats du statut de la fonction publique, augmenté constamment leur salaire. Et pour la première fois en 57 ans, la Guinée a enfin un conseil supérieur de la magistrature qui permet maintenant de sanctionner les magistrats. Nous sommes aussi en train de finir la réforme de la police. Donc, secteur de sécurité et justice. Le troisième, c'est l'administration. Nous avons fait le recensement biométrique de l'administration. Nous avons été d'une administration pléthorique avec beaucoup de difficultés. Nous sommes en train de transformer l'administration. Donc, après la justice et l'administration, on peut dire que la Guinée, effectivement, a un État. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand je suis arrivé, contrairement à beaucoup d'autres pays qui avaient eu des PPTE, la Guinée n'avait pas, non seulement n'avait pas de PPTE, mais la Guinée n'a jamais conduit à terme un programme du Fonds monétaire. Malgré, lorsque j'ai fini le déficit autorisé était de 12%, le FMI m'a obligé à 2%. Malgré cela, en 2 ans, nous avons tenu les PPTE. Quand je suis venu, la Banque centrale n'avait même pas une semaine de réserve d'importation. On est passé à 3 mois. L'inflation était à 28%. On est aujourd'hui en inflation à un chiffre. Bon. Là, on a rétabli les conditions macroéconomiques du pays. Malheureusement, au moment où nous passions maintenant à la microéconomie, c'est-à-dire le développement de l'économie au profit des populations, l'Ebola est venu. Mais si vous demandez aux Guinéens, ils vous diront qu'en 5 ans, nous avons fait plus que la Guinée en 50 ans, ne serait-ce que dans le domaine de l'énergie, de l'hôtellerie, des routes, etc.
pour demander aux Guinéens, nous avons trouvé des experts que vous connaissez bien, Babylas Botton et Marie-Angèle, qui sont allés sur le terrain et qui vont nous amener des précisions sur ces chiffres. Babylas. Oui, Monsieur le Président de la République, bonsoir. Un aspect très important de votre mandat, c'est les réformes économiques que vous avez entreprises. Je parle surtout parler de l'unicité des caisses, du nouveau code des marchés publics, par exemple de la réduction du taux d'inflation. Et je voudrais vous demander quel a été l'impact réel de ces réformes sur le quotidien du Guinéen. Vous oubliez aussi la gestion de caisse. Avant que je ne vienne, le gouvernement fonctionnait à coup de planche à billets. En faisant l'unité de caisse, nous avons empêché les sociétés d'État à utiliser l'argent à leur compte, puisque tout l'argent est à la Banque centrale. Deuxièmement, nous avons fait gestion caisse, c'est-à-dire que la Banque centrale ne donne pas un franc guinéen si je ne donne pas de devises. Il est évident, quand je suis arrivé, le riz était à 300 000 et le riz est passé à 180 000, 190 000. Quand je suis arrivé, la Guinée, les paysans ne consommaient pas 10 000 tonnes d'engrais. Nous sommes aujourd'hui à 100 000 et nous sommes en train de construire une usine d'engrais avec Tuguna qui va faire 300 000. Les paysans étaient abandonnés. Aujourd'hui, ils venaient chercher rarement l'engrais à Conakry. Aujourd'hui, je les livre l'engrais sur leur champ à 50%, à 50% du prix. Quand je suis venu, le fonctionnaire le mieux payé touchait 900 000 francs. Aujourd'hui, il touche plus de 2 millions. On a augmenté les salaires de plus de 150%. On a créé le SMIG. Ensuite, nous avons fait plus de 5 000 écoles. Nous avons rattrapé notre retard dans le domaine des nouvelles technologies. Je viens de faire avant-hier un étudiant une tablette, etc. Nous avons construit plus de 5 000 classes alors qu'il n'y avait pas eu plus de 1 000 en 11 ans, etc. Nous avons 7 hôtels, dont 3 terminés 5 étoiles, alors qu'avant, il n'y avait qu'un seul hôtel que vous connaissez. Nos hôtels, quand vous y arrivez, vous dormez une fois, vous n'avez pas envie de rester le lendemain. Donc lorsque vous voyez, nous avons fait les indépendances tournantes, parce que tout était concentré à Conakry. L'intérêt était abandonné. Pourquoi? Parce que les chefs d'État ont souvent peur de la capitale, parce que c'est là qu'il y a des mouvements. Moi, je n'ai pas peur de mouvements. J'étais étudiant, je suis habitué au mouvement, donc j'ai décidé de faire l'indépendance tournante, ce qui nous a permis aujourd'hui de développer les structures dans les 4 régions. Ensuite, j'ai fait 120 sous-préfectures et je vous ferai remarquer que dans toutes ces sous-préfectures, à part 3, ils n'ont jamais vu un président. À part Kouankan qui a vu surtout en 1960, Timi Madina qui a vu le président Sékou et Tangali qui a vu le président Conté. Et là, vous dites que vous avez fait ces préfectures, vous voulez préciser que sous-préfecture, ou ça veut dire que vous vous êtes déplacé sur ces lieux? J'ai fait sous-préfecture par sous-préfecture. J'ai été écouter les paysans, dire quels sont vos problèmes. Parce que moi, je n'ai pas été élu par les riches ni par les intellectuels. Les gens qui m'ont élu, ça même pas parler français. Quand vous dites RPG, je dis RPC. Je suis quelqu'un qui a été élu par les pauvres. Donc mon objectif, c'est de travailler pour les pauvres. Mais où se trouvent les pauvres? Dans les sous-préfectures, dans les districts. J'ai été les voir pour dire, même si vous êtes un bon médecin, vous ne pouvez pas soigner un malade si vous ne connaissez pas la maladie. J'ai été les écouter. Quelles sont vos préoccupations? Les femmes n'ont pas de marché, il n'y a pas de forage, les jeunes n'ont pas de maison de jeunes, etc. Il n'y a pas de puces, etc. Et je réponds à leurs préoccupations. Quand je promets, je fais la preuve. Partout où j'ai promis des forages, on a fait des forages. Donc, c'est là où on voit la réalité guinéenne. Ce n'est pas en ville, c'est dans les sous-préfectures. Parce que, vous rendez compte, voilà des gens qui n'ont jamais vu un président. Et personne ne s'occupe d'eux, à la limite. Moi, j'ai décidé de me consacrer désormais à résoudre les problèmes des sous-préfectures, c'est-à-dire ce qui fait presque plus de 70% de la population. Monsieur le Président, effectivement, depuis votre accession au pouvoir, vous avez initié un certain nombre de réformes. Mais quel regard portez-vous véritablement sur 2 réformes en particulier, celle de la justice et celle des forces de défense et de sécurité? Vous savez, quand j'ai voulu faire la réforme des forces de l'armée, mes amis présidents qui étaient militaires m'ont appelé en disant « mais tu te suicides ». J'ai dit « on fera la réforme parce que sans force de sécurité républicaine, il n'y a pas de pays. Les militaires, les gens avaient peur des militaires. Aujourd'hui, lorsque je suis parti à la fin de l'indépendance en Corée, il y a eu des événements avant que je n'arrive. La population s'est réfugiée au camp. J'ai posé la question publiquement. Il y a 2 ans, est-ce que vous êtes réfugiés au camp? Tout le monde a rigolé. Donc aujourd'hui, nous avons une armée en qui la population a confiance. Quand il y a un problème, les gens s'adressent plus à l'armée. Sans la réforme de l'armée, on ne pouvait aller nulle part. L'armée pesait plus de 30% du budget. Il y avait du désordre. À tout moment, les militaires descendaient de la rue, ils revendiquaient le gouvernement reculait pour un bout pour non. Donc, il fallait... Et vous avez des gens qui étaient dans l'armée depuis 1952, qui n'ont pas été à la retraite.
Bon, des gens qui ne pouvaient même plus marcher. Donc, il n'y avait pas de retraite. Donc, aucune réforme n'est possible en Guinée sans n'en pas fait la réforme des forces de sécurité. Elle est aboutie aujourd'hui, cette réforme? Aujourd'hui, vous vous promenez à Conakry aujourd'hui. Est-ce que vous avez un seul militaire avec un fusil? Aucun militaire ne peut sortir du camp avec un fusil. Vous ne verrez jamais un militaire dans un bar en tenue militaire. Et ensuite, vous ne voyez pas de chars dans les rues, vous ne voyez pas d'œuvres détaillées. Vous ne savez même pas s'il y en a en Guinée aujourd'hui. À part la gendarmerie et la police, est-ce que vous rencontrez les militaires? À part à 1 h du matin, quand pour obtenir la sécurité, on demande aux militaires de participer avec les gendarmes de faire. Et aujourd'hui, on a 850 hommes dans le cadre des Nations Unies au Mali. Et nous sommes en train de former un 2e bataillon qui va rejoindre le Mali, parce que le Mali est un pays frère. Et je considère Ibeka comme mon frère et mon ami. Son problème, c'est mon problème. Donc, j'estime que son combat, c'est mon combat. Et c'est pourquoi j'ai envoyé 850 hommes. Et je suis en train de préparer un 2e bataillon qui va aller. Vous pensez que les Nations Unies auraient accepté qu'on envoie dans le cadre des Nations Unies 850 hommes si on n'avait pas réformé l'armée? Et la justice alors, Monsieur le Président? La justice, c'était notre talon d'Achille. La banque vous prête de l'argent. Vous allez à la justice, on vous donne raison contre la banque parce que vous avez donné de l'argent aux magistrats. Donc la justice, c'était ce qui décourageait les investisseurs. Mais c'est vrai aussi que, comme me disaient certains amis occidentaux, comment voulez-vous que votre magistrat ne soit pas corrompu quand il n'a même pas $100 de salaire? Nous avons donc convaincu les autres travailleurs qu'il fallait donner une situation à part aux magistrats. Nous avons détaché la situation des magistrats, nous avons multiplié leur salaire par plus de 5. Et aujourd'hui, nous avons un conseil supérieur de la magistrature, parce que le président ne peut suspendre les magistrats, mais pas les révoquer. Aujourd'hui, nous avons un conseil supérieur de la magistrature. Il y a des magistrats qui ont été révoqués, des magistrats qui ont été rétrogradés. Donc, nous sommes en train de réformer la justice pour qu'elle soit une justice crédible. Parce que si vous n'avez pas une justice crédible, les investisseurs ne viendront pas. Le 3e point qui nous reste maintenant, c'est l'administration. L'administration guinéenne était caractérisée par 2 choses, la corruption et la bureaucratie. Il y a des très bons fonctionnaires, mais c'est le système qui faisait. Donc aujourd'hui, nous sommes en train aussi de faire... Et ensuite, nous avons aussi un problème de ressources humaines. La Guinée était très faible au niveau des ressources humaines, alors que nous avons beaucoup de cadres brillants à l'extérieur. Nous avons fait rentrer des jeunes cadres de l'extérieur. Nous sommes en train de faire rentrer des jeunes cadres de l'extérieur. Si vous voulez, c'est un peu comme les États-Unis, le système du melting pot. Les gens venaient d'Allemagne, d'Angleterre déjà formés. Donc ces gens qui viennent, c'est comme des anciens techniques. Parce qu'un Guinéen qui travaille en Allemagne, si tu travailles comme les Allemands, le met dehors. Donc progressivement, nous sommes en train, par un mélange entre des fonctionnaires des patriotes et ces jeunes cadres d'arrivée, nous sommes en train de transformer notre administration. En ce moment-là, la Guinée aura véritablement un État, parce qu'on aura une armée, une justice et une véritable administration. Monsieur le Président de la République, vous avez parlé de la justice et je fais une passerelle pour parler des droits de l'homme. La Guinée était connue comme pays ne respectant pas du tout les droits de l'homme. Et pour y remédier, vous avez innové en créant un ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. Aujourd'hui, je voudrais vous demander, avec du recul, est-ce que vous avez évalué cette innovation? Est-ce que ça a porté ses fruits? Vous savez, la Guinée est victime de son passé. J'avais une discussion avec l'ambassadeur d'Allemagne. J'ai dit, vous voyez, les gens ne voient pas les progrès qu'on a réalisé en 4 ans sur le problème des droits. On compare toujours la Guinée à son passé. Il y a des pays, par exemple, le Sénégal peut arrêter un journaliste où personne n'en parle. Emprisonner nous, dès qu'on interpelle un journaliste, on n'a jamais arrêté tout de suite. Donc, il m'a répondu, monsieur le Président, nous avons la même situation. Dès que nous parlons aux Grecs et aux Turcs, ils nous disent, vous les nazis. Donc, vous êtes là. Depuis que je suis président, jamais un journaliste n'a été en prison. Jamais un homme politique n'a été en prison. Jamais un journal n'a été interdit. Écoutez les radios, c'est pire que 1000 collines. Les 3/4 des radios, on peut les fermer parce qu'ils ne remplissent pas les conditions. Si on applique les règles qui gouvernent les radios, les 3/4, on va les fermer. Pour le moment, on leur donne une chance de se mettre en règle. Donc, mais évidemment, dès qu'il y a un petit problème en Guinée, on l'aggrave. Vous voyez, donc, mais j'assume, parce qu'en tant que président, j'ai dit que j'assume la Guinée dans sa totalité. J'assume le Camboiro, j'assume 85, j'assume le 8 novembre. Et j'ai demandé à la communauté internationale de nous aider afin de mettre fin aux forces communes en venant nous aider par l'ADN, afin de donner des sépulcres décents. Parce que lorsque vous avez perdu votre parent et qu'il est dans une fosse commune, vous ne serez jamais à l'aise. Vous souhaitez qu'il ait un sépulcre décent. Dernièrement, la représentante des Nations Unies chargée de ces questions est venue en Guinée et nous sommes en train de travailler afin de pouvoir
mettre fin aux forces communes. Et le ministère des droits de l'homme, c'est pour faire plaisir aux Le ministère des droits de l'homme, comme je l'ai dit lors du sommet de la francophonie à Kinshasa, je dis, c'est le seul ministre qui est libre. Il parle comme il veut. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il dit ce qu'il veut, il est libre. Il n'a pas à tenir compte du président ou de n'importe qui. Il peut vous critiquer. Mais demandez les problèmes qu'il a avec les autres ministres. Il passe le temps à nous critiquer, et c'est vrai. Parce qu'il vaut mieux que ce soit le ministre qui dise ce qui ne va pas plutôt que l'extérieur. Vous allez aujourd'hui, avant les prisonniers étaient torturés, aujourd'hui n'importe qui, n'importe quelle organisation, Croix-Rouge, n'importe qui, parle librement dans les prisons. J'ai dit que quand les gens se plaignent, quand les ministres se plaignent du ministre de l'homme, j'ai dit, c'est le seul ministre qui a la parole libre. On va passer. Demandez-lui s'il y a un seul ministre des droits de l'homme en Afrique qui est comme lui. On va passer à notre secteur, le secteur économique, qui est un des points précis de votre programme d'accession au pouvoir. Et vous aviez affirmé, j'ai hâte de faire vivre la Guinée à la hauteur de son potentiel. Pensez-vous que ce but sera atteint un jour? Oui. D'abord, quel était notre drame? Nous avons le minerai de fer le plus riche au monde, mais il était mis en jachère pendant des années. C'est-à-dire, on prend le permis, on le laisse sous terre, pendant ce temps, on exploite des minerais de fer moins riches autre part. Nous n'avons qu'une petite usine d'aluminium Fria et l'usine de bauxite de Kamsa. Quand je suis venu, mon premier problème, c'était de la réforme du code minier, ce qui nous a permis de récupérer 800 permis. Ça veut dire des gens qui avaient des permis, ils ne savaient même pas où se trouvait la mine. Nous avons récupéré 800 permis. Ensuite, aujourd'hui, nous avons mené une politique qui nous permet aujourd'hui, si je prends le domaine de la bauxite, nous avons en plus de Alcoa, de Kamsa et de Russal qui était à Kindia, mais qui a aujourd'hui Nyanyan. Nous avons CPI, la société chinoise, pour la bauxite de Boké. Nous avons Mubadala d'Abu Dhabi qui est à Sangaredi. Nous avons China Witness qui va commencer l'exploitation sur la bauxite par le fleuve. Donc nous avons Alufer, qui est une société britannique, qui va commencer l'exploitation, etc. Donc je pense seulement dans le domaine du fer, nous avons lutté pour récupérer les ciments de 1 et 2, parce que le code, même l'ancien code disait qu'un permis qui a été obtenu par corruption doit être annulé. Et quand vous avez un permis de recherche, vous n'avez aucun droit de négociation, même pas de le transmettre en cas de décès. Le ciment de 1 et 2 et 3, 4, c'est le minerai de fer le plus riche au monde, et une exploitation de 100 ans. Mais on n'a rien fait. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de changer complètement notre politique minière pour que ces ressources enfin servent à la Guinée. Oui, Monsieur le Président, en 2011, vous avez proposé un nouveau code minier. En 2013, il a été amendé et avec comme corollaire la revue de tous les contrats miniers qui existent. Mais au moment de l'amendement, on a constaté quand même que certains acteurs de ce secteur sont restés réticents. Est-ce que vous avez compris leur réticence? Mais c'est normal, parce que les miniers sont habitués à faire ce qu'ils veulent, en corrompant les gouvernements, etc., en faisant ce qu'ils veulent. Moi, personne ne peut me corrompre. Et deuxièmement, je veux que les richesses de la Guinée profitent à la Guinée. J'ai fait un code minier qui, imposait à tous qui devaient exploiter de donner 15% d'actions gratuites à la Guinée quand c'est l'exploitation du produit brut, bauxite ou minerai de fer, 7,5% lorsqu'il s'agit de transformer comme l'alumine. Et la Guinée avait le droit de prendre jusqu'à 35%. Ça veut dire que l'État pouvait avoir la minorité de blocage. Vous savez, c'est très important. Lorsque le ministre des Finances, Balladur, lorsque Chirac a voulu privatiser en France, quand ils ont privatisé, le ministre Balladur a fait le noyau dur, c'est qu'il est contre la du capitalisme, parce que le capitalisme veut dire le mieux disant. Or, il a fait le noyau dur pour que les entreprises françaises ne soient pas contrôlées par des étrangers. Pourtant, c'est un système capitaliste. Donc, et ensuite, on a donné des limites, c'est-à-dire votre permis est renouvelé une fois, vous avez un permis 2 ans, renouvelé une fois, si ce n'est pas fait, votre permis, vous n'avez plus de permis. Donc, aujourd'hui, nous avons ouvert la concurrence. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir à notre politique minière. Est-ce que la politique minière que nous avons menée actuellement est la meilleure ou bien il faut réfléchir? On regarde le système, le cas de l'Angola, de l'Algérie, du Congo, etc. Et nous sommes donc en train de réfléchir à une nouvelle politique minière qui soit plus bénéfique à la Guinée. Monsieur le Président, vous avez évoqué un peu plus tôt Simandou. Justement, où en est-on de l'exploitation de ce gisement de fer qui a suscité tant d'espoir au sein de la population? Beaucoup d'attentes. Bon,
vous savez, dans Simandou, il y a 4 partenaires. Il y a Rio Tinto, il y a Chinal, qui est une société chinoise, il y a la SFI, donc Banque mondiale, et la Guinée. Normalement, le cadre d'investissement devait être présenté depuis longtemps par Rio Tinto. Et le dernier cas, c'était en juillet, ça n'a pas été le cas. Donc, à une dernière rencontre, nous avons laissé jusqu'en décembre à Rio Tinto de présenter le cadre d'investissement. Parce qu'il faut nécessairement que l'exploitation des Simandou 1 et 2 démarre. Deuxièmement, le chemin de fer. Rio Tinto avait fait venir un technicien de haut niveau australien qui a fait le premier projet de tracé de chemin de fer. Mais ils ne nous ont pas présenté ça. Le projet qu'ils nous ont présenté était presque moitié plus cher. Pourquoi? Le premier tracé, il n'y avait pas besoin de tunnel. On passait au-dessus du matin en grattant, ça coûtait 100 millions. Avec le tunnel, ça faisait 2 milliards. Le port en eau profonde, c'était Konta. Au lieu de ça, ils ont choisi Morbaya. Morbaya, c'est des rochers. Comme vous voulez faire un port en eau profonde, parce que les bateaux qui vont venir, c'est des bateaux de 300 000 à 500 000 tonnes, donc ils ne peuvent prendre qu'en eau profonde. Mais Konta, c'est des rochers, donc ça coûtait beaucoup plus cher. Konta, c'est le sable, ça coûtait beaucoup moins cher, alors que Morbaya, c'est des roches. Donc on s'est rendu compte qu'en réalité, on a été floué. C'est pourquoi nous avons dit le port en eau profonde n'aura pas lieu à Morbaya, mais à Konta. Deuxièmement, le chemin de fer, on n'a pas besoin de tunnel. Donc c'était presque surfacturé d'un tiers. Donc nous avons jusqu'au mois de décembre pour avoir le cadre d'investissement de Rio Tinto. Alors, en ce qui concerne Simandou 1 et 2, nous n'avons pas mis un appel de pourquoi, parce que nous sommes d'abord, le prix du fer a beaucoup baissé, et deuxièmement, nous sommes en train de réfléchir sur la meilleure politique d'utilisation de nos ressources en regardant l'exemple d'autres pays. Là-dessus, je vais apporter une petite précision sur les chiffres. 3 milliards de dollars d'investissement pour Simandou, qui est projeté, 900 km de route, 670 km de chemin de fer, de nombreuses infrastructures, en sachant que les mines ont représenté entre 2010 et 2014 80% d'exportation de votre pays. Dites-moi juste en un seul mot, oui ou non, est-ce que c'est un projet, entre guillemets, annoncé, électoraliste, pour faire rêver les Guinéens, ou vous pensez que c'est un projet qui va se réaliser? Je voudrais remarquer que j'ai commenté Simandou dès 2011. Mes négociations avec Rio Tinto ont été très dures. J'ai fait payer 700 millions de dollars de pénalités à Rio Tinto parce qu'ils n'avaient pas respecté le code minier. Et ensuite, j'ai pris un certain nombre de garde-fous. Mais le projet GAG, c'est-à-dire l'exploitation de la bauxite à Sangaredi, était à terre et ne peut plus être fait. Grâce aux bonnes relations que j'ai avec Abu Dhabi aujourd'hui, le projet a repris et c'est un investissement de 5 milliards. Il va aboutir, oui ou non? Allez, j'ai loué un hélicoptère, je peux vous mettre l'hélicoptère à votre disposition. Dès demain? Dès demain, vous allez à Sangaredi, voir sur le terrain. Deuxièmement, la société chinoise Winning a commencé déjà l'exploitation de la bauxite en ayant fait un nouveau port et en utilisant le fleuve. Là aussi, vous pouvez aller visiter tout de suite. Donc, et non seulement ça, mais CAG est en train d'approfondir le port de Kamsar, de faire un deuxième port, parce que le port de Kamsar actuel n'est pas en mesure de supporter l'exploitation, l'embarquement du port, du minerai de Kamsar et celui de Sangaredi. Là, vous posez réellement un problème de structure et d'équipement. Et autre point qui est névralgique dans l'économie et qui est le maillon faible de la stabilité économique de votre pays, c'est le déficit énergétique qui est évalué à peu près entre 400 et 800 mégawatts. La Guinée compte 4 barrages, Kaleta, Karafini, Kinkong, Tenkiso. Vous venez d'inaugurer le barrage de Kaleta. Quelle est la genèse de ce projet? Combien a réellement coûté ce barrage, en sachant que certains, dont Seloun Dalen Diallo, disent que le barrage qu'on annonce à 500 millions a dû coûter 200 millions. Donc, combien a réellement coûté ce barrage et quelle est la solution pour le problème électrique de la Guinée? Je crois qu'en Guinée, le ridicule ne tue pas. D'abord, Garafili, c'est 75 MW. Garafili, Kinkong et les 3 autres barrages font 100 MW. Kaleta seul fait 240 MW. Kaleta fait 240 MW. Vous connaissez bien le Sénégal. Demandez quel est le coût actuel du barrage qui va être fait de la Gouina. La Gouina fait 140 MW. Vous savez combien il coûte? Financé par la Chine,
Quel prix? 425 millions de dollars. Allez demander à la direction de l'OMVS, le barrage de Goena, 140 MW, ça coûte 425 millions de dollars. Soit petit 240 MW, ça coûte un peu moins de 500 millions de dollars. Mieux, le coût actualisé de Garafiri, c'est 6 millions de dollars par mégawatt. Le coût actualisé de Kaleta, c'est 2 millions. Ça fait 3 fois moins. Donc vous avez payé au juste prix pour... Attendez. D'abord, premièrement, avant, ça n'a jamais été évalué. Lorsque nous avons lancé un appel d'offres, il y a eu plusieurs candidats. Et mieux, lorsque la société WE a gagné, nous avons demandé le contrôle d'une grande société française. Et c'est la même chose actuellement pour l'étude de faisabilité de Swapiti. Nous avons soumis à une grande société internationalement connue française pour faire l'évaluation. Alors, il faut être vraiment... et je vous donne le cas de Koukoutamba, que nous allons faire avec ce 300 MW. Vous savez, ça coûte combien? 900 millions de dollars. Évidemment, en ajoutant la haute tension. Donc, 140 MW, 425 millions de dollars. 300 MW, 900 millions de dollars. Et 240 MW, on veut que ça soit à 200 millions. C'est-à-dire peut-être... enfin, c'est pas sa faute. Vous savez, les gens sont limités. Intellectuellement, ils sont limités. Non, Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que vous n'acceptez pas que l'on vous corrompe. Mais est-ce que vous arrivez à veiller sur cela jusqu'à l'échelle de toutes les personnes qui travaillent avec vous? Non. Vous savez, je pensais que l'unité de caisse mettait fin à la corruption parce que les recettes étaient sécurisées. Mais la corruption est multiforme, surtout en Afrique. Donc, il y a eu beaucoup d'autres types de formes de corruption. C'est pourquoi nous avons demandé la coopération de la Commission économique européenne, africaine, pardon, la CEA et d'autres, pour venir avec nous faire le diagnostic de notre système économique. Et mieux, j'ai essayé de regarder les pays bien gérés. J'ai vu que le Rwanda est très bien géré. Donc j'ai dit ça avec le président Kagame, qui m'a envoyé des experts. J'ai envoyé mes experts. Et aujourd'hui, j'ai créé, à l'image de ce qu'il y a au Rwanda, ce qu'il appelle le conseil stratégique, j'ai créé le conseil présidentiel des investissements. Qui veut dire quoi? C'est un mélange de quelques cadres ici et de jeunes cadres que j'ai fait venir de Londres et des États-Unis. Et ce conseil a 3 fonctions. Une fonction comme chez Kagame, c'est-à-dire c'est un conseil stratégique qui me permet de suivre tous les dossiers et que non seulement qu'aucun dossier ne soit retardé, mais de me suivre au jour le jour ce que chaque ministre fait. Ça, c'est comme chez Kagame. Mais il y a 2 choses en plus que Kagame n'a pas. Nous en faisons un peu un espace de concertation. C'est-à-dire une fois par an, nous demandons à des hommes d'affaires guinéens et extérieurs qui travaillent ici de venir. Et on a un débat franc sur la situation libre. Et ensuite, le 3e point, c'est le service de guichet unique. Pour casser la corruption et la bureaucratie, lorsqu'il y a un investisseur important qui vient, tout se fait à la présidence. Les ministres, tout le monde, devant le président, on discute et tout est signé là. C'est-à-dire qu'il ne passe plus de ministère à ministère, tout est signé sur place. Il y a la corruption en Guinée. Je n'ai pas... En faisant l'unité de caisse, on en a diminué, mais il y a la corruption en Guinée. Mais aujourd'hui, nous avons un diagnostic clair de toutes les formes de corruption en Guinée. Je n'ai pas dit qu'on arrivera à éliminer la corruption de 100%, mais nous allons beaucoup diminuer la corruption, parce que la corruption, c'est la bureaucratie, le fait que les hommes d'affaires sont obligés de passer de ministère à ministère, les petits fonctionnaires cachent des documents. Quand tout est fait en une journée et que tous les ministres sont là et qu'on finit, le monsieur part avec son contrat, ça diminuera beaucoup la corruption. Pas de la théorie du tout. Mais c'est vous pouvez... Ça a commencé déjà à fonctionner. Vous pouvez donc rencontrer la commission et vous dire déjà qu'est-ce que les contrats qui sont passés par la commission, voir les hommes d'affaires qui ont passé, c'est déjà en fonction. Vous savez, la Guinée, c'est une maison de verre, on ne cache rien. Vous pouvez aller demander au président, au ministre d'État qui dirige cette commission. Cette maison de verre que vous décrivez, la Guinée, a été transparente dans un aspect négatif, une crise sanitaire majeure qui est devenue une crise mondiale, la crise de la fièvre Ebola, qui a plongé le pays dans une récession économique, mais surtout a exposé une fragilité sanitaire qui n'est pas propre qu'à la Guinée, mais qu'on peut pratiquement qualifier de propre à un ensemble de pays du continent. On va voir tout de suite un récit
de cet épisode Ebola et on reviendra tout de suite pour voir comment ça a été traité et quelles sont les perspectives, quelles sont les réelles perspectives par rapport à ce type de crise. Fin 2013, une maladie mystérieuse fait des ravages dans la région forestière du sud-est de la Guinée en Afrique de l'Ouest. Elle ne semble pas ordinaire et donne lieu à toutes sortes d'interprétations. Au début de l'année 2014 déjà, ses conséquences sont dévastatrices au sein de la population. Très vite, elle se répand dans presque toutes les régions du pays avant d'attirer l'attention de tous les Guinéens et de la communauté internationale. Un virus vient de se déclarer. Il s'appelle Ebola et est déjà à un stade très avancé en termes de contamination. Elle s'est ensuite rapidement propagée dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest tels que la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria. La Guinée vient d'être touchée par l'une des pires épidémies de son histoire. Elle intervient dans un contexte où le système de santé est vétuste. Il n'est pas par conséquent préparé à faire face à une telle maladie. Cette situation pousse les investisseurs étrangers à quitter le pays et suspendre momentanément leurs activités. L'économie guinéenne en souffrira énormément et la croissance est affectée. Comment la Guinée a-t-elle pu faire face à cette maladie inconnue des populations? Quelles sont les conséquences directes sur l'économie nationale? Il faudra combien de temps au pays pour se remettre de cette crise? À la date du 1er octobre 2015, la Guinée a enregistré un total cumulé de 3805 cas d'Ebola avec 2533 décès, soit 66,5% des cas enregistrés. L'espoir engendré par une croissance qui commençait à se concrétiser s'écroule et la situation économique du pays se fragilise. La République de Guinée, un des pays les plus touchés par le virus Ebola, découvre les faiblesses de son système de santé. Le pays tout entier se mobilise pour barrer la route à l'épidémie. Une guerre silencieuse commence. Elle mobilise le monde entier au chevet de la Guinée et des pays voisins, notamment la Sierra Leone et le Libéria. Les premières conséquences de la maladie sont d'abord les pertes en vies humaines, des familles endeuillées et une population sous le choc. Il fallait que la population comprenne que réellement que Ebola existe et que Ebola est néfaste pour notre pays. Ebola a tué l'économie, l'Ebola a tué le social, Ebola nous a rendus encore beaucoup plus pauvres. La vitesse de propagation de la maladie dans la sous-région inquiète les autres pays du monde qui, pour la plupart, ferment leurs frontières. Conséquence, du petit commerce aux grands investissements, notamment dans les domaines miniers qui constituent l'un des maillons de l'économie guinéenne, rien n'est épargné. La peur d'une maladie sans remède fait fuir les investisseurs étrangers et bloque la majeure partie de l'activité économique du pays. Les recettes de l'État baissent considérablement et la création d'emplois qui était déjà très faible va subir les durs coups de cette épidémie. Les commerçants guinéens qui avaient l'habitude d'avoir des échanges et d'aller chercher des marchandises, avoir des échanges avec des pays d'Asie, n'ont plus eu l'occasion d'y retourner. Le pèlerinage à la Mecque a été annulé et beaucoup d'experts et d'axes de coopération soutenus par des partenaires étrangers n'ont pas pu se tenir parce que ces partenaires ne venaient plus en Guinée. Donc l'ensemble de notre économie a eu un impact négatif sur ces résultats. Au moment où elle faisait son apparition en Guinée, on avait réduit l'inflation de 21 à 10%. Le taux de change s'était stabilisé. Les réserves de change pouvaient couvrir minimum 3 mois d'importation. L'unité de caisse de l'État, avec tous ses avantages, était là. Donc, la croissance était là. Aussitôt détectée et confirmée par les laboratoires internationaux, les autorités guinéennes prennent au sérieux l'épidémie qui fait déjà des victimes au sein de la population. Même si on reproche au gouvernement de n'avoir pas pris les mesures à temps, la lutte contre Ebola va devenir par la suite une action citoyenne. Elle mobilise les pouvoirs publics, les médecins, les organisations non gouvernementales et même les hommes de culture. La lutte devient nationale. Il fallait que non seulement que les institutions s'impliquent, que toutes les organisations puissent s'impliquer, pas l'État seulement, et que les partis politiques aussi ont fait de la sensibilisation, c'est-à-dire que chacun s'est impliqué pour pouvoir, auprès des médecins, ébouter Ebola hors du pays. La Guinée n'a pas encore fini avec l'épidémie à virus Ebola. Le nombre de malades hospitalisés dans les centres de traitement du pays en date du 1er octobre 2015
se chiffre à 14 cas avec 4 dans les centres de Conakry, dont 2 cas confirmés et 9 dans la ville de Forêt-Karia, dont 3 cas confirmés positifs et 6 cas suspects. Le personnel de santé n'a pas été épargné par l'épidémie. 211 médecins et assistants ont été touchés avec 115 décès, soit 55%. La dynamique empruntée par l'économie guinéenne depuis le retour à l'ordre constitutionnel en 2010 baisse considérablement en faisant chuter la croissance. On est aujourd'hui à une croissance qui tourne autour de 1%, donc ça a fortement ralenti notre croissance. Il faut rajouter à cela la crise minière qui a frappé plusieurs pays miniers bien avant ça, la baisse du cours du fer et de l'or qui avait commencé depuis 2013. Pour la douane, de 1500 milliards en 2010, nous sommes passés à 2500 en 2011, à 3700 en 2012, à 4000 et quelques en 2013, au moment où le virus Ebola apparaissait. La nécessité de faire face à Ebola et d'y mettre un terme se fait sentir au niveau de toutes les couches sociales du pays. Les organisations de la société civile se mobilisent fortement et apportent un soutien considérable aux autorités gouvernementales, notamment dans la sensibilisation des populations longtemps restées réticentes aux mesures de sécurité. On a donné non seulement l'alerte, mais on a fait le lobbying pour que l'État guinéen puisse prendre par le corps les risques liés à Ebola. Alors, ceci a été suivi rapidement par une rencontre entre la société civile et le chef de l'État. L'idée d'opérationnalisation des comités de veille, c'est une initiative de la société civile. Et le Conseil national, lui seul, a mis en place 760 comités de veille sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement du professeur Alpha Condé met en place en 2015 un programme spécial de relance post-Ebola. Il consiste à aller à la rencontre des bailleurs de fonds au niveau international afin d'aider son pays à se relever et reprendre la dynamique de la croissance. La Guinée est sur le point de sortir la tête de l'eau et reprendre la marche normale de son économie. L'élection présidentielle du 11 octobre 2015 représente un enjeu crucial, en ce sens que la stabilité du pays est une condition incontournable pour la relance de son économie. Le capital n'aime pas le bruit. Le capital n'aime pas les manifestations de rue. Donc c'est le bon moment de faire appel à tout un chacun, d'accepter le résultat pour que le président élu puisse travailler dans l'intérêt exclusif des Guinéens. Un plan de relance post-Ebola a été adopté en partenariat avec la plupart de nos partenaires techniques et financiers sur la base d'études et sur la base d'une approche globale avec les autres pays, la Sierra Leone et le Libéria concernés par cette épidémie. Il a été défendu en Europe, il a été défendu aux États-Unis. Nous avons de bonnes perspectives, de bonnes promesses. 88% des entreprises guinéennes estiment que dans les 3 années qui viennent, leurs activités vont retrouver leur élan d'antan. Face à la fièvre hémorragique à virus Ebola, la Guinée et ses partenaires ont livré et continuent de livrer un combat sans merci. Des programmes de construction de centres de traitement épidémiologique sont en cours dans 21 préfectures du pays. Les autorités ont pris conscience de la vulnérabilité du système de santé et tentent de corriger ses faiblesses. Antenne. Monsieur le Président de la République, on reprend dans cette émission, en revenant sur ce plateau, au début de cette crise sanitaire, un constat fait par d'observateurs qui estiment que le gouvernement a fait preuve de négligence en cherchant à minimiser le phénomène, l'ampleur du phénomène. Pourquoi avoir fait ce choix et quel est l'état de la situation de cette maladie aujourd'hui? Vous savez, ensuite, tout le monde a vu les critiques qui ont été faites contre l'OMS. En quoi le gouvernement a négligé? Pendant la période coloniale, nous avons l'Institut Pasteur à Kindia. Et tous les vaccins contre les serpents les plus minimaux en Afrique étaient faits là-bas. Ensuite, on n'avait plus d'Institut Pasteur. Nous n'avons aucun laboratoire d'analyse. Lorsque l'Ebola a commencé à Likédougou, on ne savait pas c'était quoi. Il a fallu que des malades viennent à Conakry, à l'hôpital Kipé, et qu'on voit des médecins mourir. C'est en ce moment qu'on a envoyé la source à l'Institut Pasteur à Dakar. C'est en ce moment qu'on s'en est réconcilié l'Ebola. Où est la négligence du gouvernement? Si on avait un Institut Pasteur, si on avait la capacité à l'époque d'analyser les choses, on aurait su très vite que c'est l'Ebola. On aurait isolé la sous-préfecture, comme le président Sassou l'a fait au Congo, on aurait terminé. Donc la responsabilité, on commence à savoir maintenant où était la responsabilité. C'était facile de dire. Donc l'Ebola ne serait jamais arrivé à Conakry si nous avions un institut de recherche. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que l'Ebola aujourd'hui nous a fatigués parce qu'on n'avait pas un bon système de santé. C'est pourquoi nous avons décidé maintenant d'avoir un véritable système de santé. Au point de vue de recherche,
La France va construire un institut Pasteur. CDC d'Atlanta a maintenant une succursale ici. Et nous avons décidé de construire dans toutes les sous-préfectures un centre de santé amélioré avec un médecin. J'ai posé la première pierre de la rénovation de l'hôpital de Donka. Nous avons commencé à construire des hôpitaux dans les grands centres. Et nous allons avoir une clinique de performance parce que les évacuations en France et au Maroc nous coûtent très cher. Donc ça, c'est le premier problème qui a fait que nous n'avons pas un système de santé performant. Mais comment voulez-vous que le gouvernement prenne en compte une maladie qu'on ne connaît pas? On n'a jamais eu d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, vous voyez les critiques qu'il y a contre l'OMS et l'Organisation internationale. D'où viennent les négligences? Alors, Monsieur le Président, cette épidémie n'est toujours, la page de cette épidémie n'est toujours pas tournée. Certains cas ont été décelés il n'y a pas longtemps. Malgré vos appels à l'aide, à la solidarité, certaines frontières ont été fermées, le sont toujours d'ailleurs. L'accès des Guinéens reste compliqué dans certains pays. Comment avez-vous perçu tout cela? Comment avez-vous vécu tout cela? Quel est l'état de vos relations avec les pays qui vous ont tendu la main et ceux qui ne vous ont pas tendu? Pour moi, cette page est tournée. J'ai fait dernièrement un long séjour au Sénégal pendant plus de 3 jours. Mes rapports sont très excellents avec mon jeune frère Macky. Aujourd'hui, je ne reviens pas sur le page. Cette page est tournée. Ce qui compte pour moi, l'essentiel, c'est que nous reprenons notre marche en avant. J'ai été président de la FENF. Mon objectif, c'est l'unité africaine. Donc, ce qui m'importe, c'est les aspects positifs qui peuvent faire avancer cette unité. Mais j'ai envie de renchérir dans cette question de Marie-Angèle. Quand on voit quand même le Maroc, par exemple, qui annule la CAN à cause d'Ebola, et de l'autre côté, on voit la Guinée équatoriale qui vient à votre aide, à votre secours, et dit il faut une mobilisation internationale et il faut aussi qu'on développe des centres pour mieux appréhender ce type de maladie. On a l'impression qu'il n'y a pas eu une conscience collective de tous les pays africains. Vous vous trompez. De tous les pays africains, le pays qui a été le plus solidaire avec nous, c'est le Maroc. Premièrement, les vols de Real au Maroc n'ont jamais cessé. Deuxièmement, lorsque nos matchs de football, on les joue au Maroc. Et troisièmement, on devait organiser un forum économique. J'ai demandé que ça soit reporté, parce que je pense que le roi a dit non. Et il n'y a jamais eu autant d'hommes d'affaires mobilisés. Donc, toutes nos activités qu'on ne pouvait pas faire ici, on les faisait au Maroc. Donc, s'il y a un pays qui a été vraiment solidaire de la Guinée, c'est vraiment l'Africain qui a été vraiment solidaire de la Guinée. En dehors du Mali, c'est vraiment le Maroc. Un autre point important, vous avez visité plus de 120 localités en sous-préfectures. En 5 ans de votre mandat. Franchement, en toute sincérité, quelles sont les principales leçons que vous avez retenues du quotidien de chaque Guinéen par rapport à ces localités et ces sous-préfectures visitées? Ce qui m'a frappé, c'est que les sous-préfectures sont dans un état de relation extrême par rapport aux villes. Et parce que vous le reconnaissez? Mais bien sûr. Mais enfin, allez dans n'importe quel pays africain, si ce n'est pas la même chose. Au moins, moi j'ai été dans les sous-préfectures pour toucher du doigt quelles sont les conditions de vie du petit peuple, du paysan. Enfin, allez dans votre propre pays, laissez la capitale régionale, allez dans les districts des sous-préfectures, M. Nemalé, et vous viendrez me dire après quelle est la situation. Donc, moi, quand j'ai été élu, j'ai dit que je suis venu pour travailler pour les pauvres, pour les miskines, les paysans, les femmes, les jeunes. Donc, j'ai été à leur rencontre pour connaître leurs préoccupations. Aujourd'hui, je connais exactement quels sont les différents problèmes que sont confrontés nos populations dans des sous-préfectures et des districts, et quelles sont leurs attentes, etc. Et qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour eux. Alors, je vous défie d'aller dans les sous-préfectures dans n'importe quel pays africain et de voir la condition de ces paysans et autres par rapport à la ville. Et les paysans, ils sont stupéfaits, ils ont dit, on n'a jamais vu un président de la République. Quand même, j'ai fait 120 sous-préfectures et ils ont dit, on n'a jamais vu un président de la République depuis l'indépendance. Je suis sûr que beaucoup d'autres paysans diraient la même chose en Afrique. Mais voir le président de la République ne signifie pas améliorer les conditions de vie, Babilas. Si, parce que quand je viens, je les écoute. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de forage. Demandez à Mamou, tous les sous-préfectures qui ne m'ont pas dit, si je n'ai pas déjà fait de forage. Ils n'ont pas les marchés. Nous avons commencé à construire les marchés. Les maisons de région n'en ont pas. J'ai commandé les machines en Afrique du Sud, Hydraform, géobéton, pour faire les briques en géobéton,
pour pouvoir construire rapidement ces marchés. Nous avons lancé le microcrédit aux femmes, pas seulement en ville, mais dans les sous-préfectures. Nous avons lancé le microcrédit pour les jeunes dans les sous-préfectures. Et ils savent, ils disent quand je promets, je fais. Ce n'est pas pour rien qu'on dit à Kafwa Kake, chaque fois que je promets, je fais. Je ne promets que ce que je peux faire, parce que je ne suis pas un marchand d'illusions. Monsieur le Président de la République, vous avez mené un combat dur contre l'inflation, contre la cherté de la vie, et votre recette, c'est de subventionner les produits de première nécécité. Non, non. Sinon, j'allais vous demander pendant combien de temps vous allez tenir. Non, nous n'avons pas subventionné. Lorsque le mois de carême arrivait et que j'ai vu que les commerçants, pour me mettre à terre, on voulait faire passer de riz à 400 000 francs au lieu de 300 000, j'ai discuté avec beaucoup d'hommes d'affaires en disant, bon, écoutez, quelle est la solution? Vous qui n'importez pas. Dit, bon, nous, on est prêts à importer. Tout ce qu'on a fait, c'est de diminuer la taxe douanière. C'est tout. Et le riz, au lieu qu'elle soit vendue à 400 000, a été vendu à 180 000. Pourquoi? Parce que beaucoup d'autres ont commencé à importer le riz, non pas des importateurs traditionnels. Donc, beaucoup d'hommes d'affaires se sont engagés. À part ça, nous ne subventionnons aucun produit. Actuellement, nous produisons plus de farine que nous n'avons besoin. Nous avons 3 usines de farine, on va avoir une 4e, et notre production est largement supérieure à notre consommation. L'huilerie, nous ne subventionnons rien. Au contraire, l'huile qui est importée paye la taxe. La seule chose aujourd'hui qui ne paye pas les taxes, parce que mon objectif, c'est d'éviter l'industrie. Dès que nous avons une usine, je mets des taxes très élevées pour importer l'importation. Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas importer du ciment, parce que votre ciment reste 45 jours au port, et ensuite vous payez une taxe de 5 quelques %, parce que sinon nos usines vont mourir. Donc, il n'y a pas... L'importation de la farine devient difficile, l'importation de ciment devient difficile, et ça va être progressivement la même chose, parce que nous voulons protéger nos... Mais quel est le produit qui est subventionné en Guinée? Il n'y en a pas. Oui, mais quand vous baissez les taxes, ça aura un impact sur le budget. Mais c'est normal. Mais enfin, le budget, à quel est l'objet du budget si ce n'est pas pour améliorer les conditions de vie des populations? Et vous allez continuer par procéder ainsi? Pendant combien de temps encore vous allez faire comme ça? Est-ce que l'État a suffisamment de moyens pour supporter ces baisses? D'abord, la production augmente. Donc ça veut dire que nous importerons de moins en moins de riz. Allez sur le marché. Avant, les Guinéens aiment le riz local, mais ils en mangeaient peu. Aujourd'hui, tout le monde mange le riz local. Nous allons... la Guinée, nous pouvons faire 2 records par an. Actuellement, nos paysans font 1 tonne à l'hectare. Nous avons un projet Guinée, Afrique du Sud, Vietnam, qui fait 7 tonnes à l'hectare. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de commencer l'irrigation que nous avons commencé pour produire 2 fois par an. Et avec l'irrigation, la production du paysan va passer de 1 tonne à 4 tonnes. Donc d'ici quelques temps, nous pouvons multiplier notre production par 8. Donc nous allons devenir très rapidement autosuffisants. Pourquoi voulez-vous qu'en ce moment-là qu'on importe le riz? Nous allons devenir exportateurs de riz. Donc c'est une période extrêmement courte. Et mieux, nous avons d'autres produits que les Guinéens ne consomment pas, que nous allons transformer. Par exemple, la pomme de terre. Et nous sommes en train de faire une usine de transformation de pommes de terre à Timimadina et de manioc. Nous allons faire la même chose pour les tomates, pour les ananas, etc. Donc, progressivement, avec l'agro-industrie, nous n'aurons plus besoin de subventionner parce que nous aurons, par contre, nous allons continuer à subventionner les paysans. Aujourd'hui, nous vendons l'engrais aux paysans avec à 50% de moins. Nous allons aller beaucoup plus loin. J'ai été au Maroc. J'ai vu comment le Maroc a fait des produits, pas déjà en 7 ans avec le Maroc vert. Ils ont subventionné l'engrais à 80%. Donc nous irons jusqu'à 70%. Parce qu'une fois que la production est lancée, on n'a plus besoin de subventionner. Vous savez, on ne va pas nous enfermer dans ce dogme où on ne subventionne pas. Qui ne subventionne pas? Les Américains ne subventionnent pas le coton, ils ne subventionnent pas le blé. L'Europe ne subventionne pas le blé, ils ne subventionnent pas la viande. L'Europe ne subventionne pas l'agriculture, les sages ne subventionnent pas. Oh, Monsieur le Président, peut-être dans la liste de Babylas, vous dites que ce n'est pas des subventions, on essaye d'aménager ces prix, mais non, vous supprimez en même temps, vous supprimez l'impôt de capitation, vous augmentez de 40% les salaires des fonctionnaires, vous fixez un salaire minimum interprofessionnel garanti, vous initiez la couverture maladie universelle, vous voulez donner l'accès à l'accouchement, à la césarienne gratuite. Est-ce que vous disposez des recettes fiscales pour une telle politique? D'abord, je vais vous dire, l'impôt de capitation n'apporte rien à l'État et c'était un calvaire pour les paysans. Je vous ferai lire un livre, vous voyez que pendant la période coloniale, pour obliger les gens à payer l'impôt, on mettait du piment dans l'eau et on mettait la tête en mettant comme ça dessus. Donc, c'est une peine. Dès que je suis venu en Guinée en 91, il dit, si je suis président, je vais supprimer l'impôt de capitation. Deuxièmement, la césarienne. Mais 90% des femmes ne peuvent pas payer. Donc, est-ce que je suis là
pour améliorer les conditions de vie des populations ou pour parler de performance. À quoi ça sert d'avoir 10% de croissance économique quand les conditions de vie des populations se détériorent? Lisez un peu Samir Amin, croissance sans développement. Monsieur le Président, parmi vos promesses électorales, il y avait l'aide aux femmes et aux jeunes en matière de microcrédit. Certains considèrent qu'ils n'ont pas vraiment été aidés depuis votre élection. Que leur répondez-vous? Pour la simple raison que le microcrédit a été mal utilisé. Parce qu'au lieu de que ça aille aux femmes les plus nécessiteuses, les gens ont créé des coopératives. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui un nouveau système de microcrédit, MIFA. Allez demander aux femmes, on a déjà fait des MIFA. J'ai inauguré celui de Kaloum hier. Allez demander aux femmes qui ont des MIFA, qu'est-ce qu'elles en pensent? Mais Monsieur le Président, lors de chaque campagne électorale, on essaie de séduire l'électorat des femmes, des jeunes, on leur fait des promesses. Et lorsque les présidents sont élus, ils sont un peu relégués au second plan. Avant que je n'arrive, les femmes n'avaient pas de microcrédit, les gens n'en avaient pas. J'ai tiré les leçons de l'échec du microcrédit que j'avais lancé. Et aujourd'hui, nous avons le MIFA. Vous êtes en Guinée, demandez aux femmes qu'est-ce qu'elles pensent du MIFA. Soyez un peu plus curieuses. On a des MIFA qui marchent actuellement. C'est l'autonomisation véritable des femmes. Parce que ça veut dire que les femmes ont leur propre banque. Vous allez là-bas, elles ont l'ordinateur, elles ont des caissières, elles ont des gens qui ouvrent les comptes, elles ouvrent leur propre compte, elles ont leur coffre-fort, c'est-à-dire elles gèrent elles-mêmes, c'est une banque des femmes. Elles gèrent elles-mêmes leur banque. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon d'autonomiser les femmes. Paul Fokam a fait cette expérience au Cameroun, qui a été un succès. Le président d'Afrique de l'Ouest. Je lui demande de faire la même chose ici. Et là, c'est la véritable autonomisation des femmes, parce que ça dit que les femmes se prennent en main. C'est elles qui gèrent leur banque et qui donnent des crédits aux autres femmes. Il n'y a pas un microcrédit meilleur que ça au monde. C'est pourquoi j'ai demandé au président Paul Fokam de venir avec moi faire cette expérience. Mais nous avons été plus loin. Nous avons fait en sorte de donner les moyens à la banque pour que le taux soit de 1,5%. Dites-moi en Afrique où vous avez des microcrédits où le taux est de 1,5%. Je vous lance le défi de trouver un seul pays africain, puisque vous êtes journaliste. Monsieur le Président de la République, parlons maintenant des faits tournantes dont l'objectif est de promouvoir les infrastructures. Est-ce que vous avez eu le temps de faire le bilan de l'impact réel? Parce que certaines personnes estiment que c'était beaucoup plus du saupoudrage qu'une vraie politique d'infrastructurelle. Écoutez, vous venez en Guinée, je mets l'hélicoptère à votre disposition. Vous allez à Boké, demandez à la population. Vous allez à Mamou, demandez à la population. Vous allez à Dalaba, demandez à la population. Vous allez à Pita, demandez à la population. Vous allez à Zéro-Corée. Vous allez à Kang. Allez, mais enfin, soyez un peu cri-cri. Soyez des vrais journalistes. C'est-à-dire des journalistes d'investigation. Oui. Avant de décider, allez demander aux populations. C'est facile, vous venez vous laisser. Non, c'est facile de venir, s'il vous plaît, c'est facile de venir s'asseoir à Conakry et de dire saupoudrage. Allez vers là où j'ai fait, écoutez les populations. À ce moment-là, vous pourrez poser des questions. Mais c'est ce que j'ai fait, Monsieur le Président de la République. Vous avez été à Mamou. C'est des Guinéens qui m'ont rapporté ce que je dis. Vous avez été à Mamou. Oh, j'ai pas besoin d'aller là-bas. Si les gens de Mamou arrivent à Conakry, c'est extrêmement grave. Un journaliste qui dit on m'a. Mais c'est extrêmement grave. Quel journaliste vous êtes? On m'a rapporté. Un journaliste, c'est celui qui fait les enquêtes. Monsieur le Président de la République a apporté le démenti. Non, je ne vais pas apporter le démenti. Le meilleur démenti, non, moi je ne suis pas dans ce journalisme matu-vu-là. Si vous voulez être journaliste, allez à Mamou aujourd'hui, demandez aux gens de Mamou qui se pensent. On vous a dit, qui vous a dit? Si vous voulez connaître l'effet des faits tournantes, allez là-bas. Venez, on vous l'autorise, allez à Mamou. Allez à Pita, allez à Dalaba. C'est grave un journaliste qui dit on m'a dit. Mais enfin, on va vous dire maintenant que j'ai tué 1000 personnes. On va dire le président a tué 1000 personnes. Non, soyez un peu sérieux. Le prochain ANR, on ira à Mamou, mais il y a encore d'autres points qui me semblent importants. Marie-Angèle. Effectivement, vous vouliez des chiffres, Monsieur le Président. Un chiffre, 5098. Vous avez construit 5098 salles de classe. Salles de classe, oui. Toutefois, une classe sans enseignants. Est-elle sans enseignants? Sert-elle vraiment les élèves? Est-ce qu'il n'y a pas un problème, non seulement de ressources humaines, mais également de formation de ces ressources humaines? Une classe, d'abord, c'est une exagération. Il y a beaucoup de classes qui ont des enseignants, mais on n'en a pas encore suffisamment. C'est la raison pour laquelle j'ai été dans les sous-préfectures, pour savoir est-ce que toutes les écoles ont des enseignants ou pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? On nomme un enseignant à l'Ilouma. Il reste à Conakry et continue à toucher son salaire. Il ne rejoint pas. En allant sur place, aujourd'hui, je connais la réalité. Il sera payé sur place.
Ça dit, si l'enseignant a le reste à Conakry, il touchera pas son salaire. Deuxièmement, c'est vrai que toutes les écoles n'ont pas le nombre d'enseignants qu'il faut. Dès que tu parles, les gens disent on ne veut plus d'enseignants. Donc, ça nous permet de connaître réellement. Si je suis à Conakry, je ne peux pas le savoir. En allant dans des sous-préfectures, je vois les classes, les gens me disent ah, on attend des classes, il nous manque des enseignants. Et nous savons aujourd'hui ce qu'il nous manque comme enseignants. Dire qu'on a construit un système mais qu'il n'y a pas d'enseignants, c'est de la caricature. Mais c'est effectif que dans beaucoup d'endroits, on n'a pas suffisamment d'enseignants. Aujourd'hui, j'ai fait la statistique dans des sous-préfectures où j'ai été. Je vais visiter toutes les sous-préfectures pour effectivement former les enseignants pour que dans toutes ces écoles-là, chaque école ait maintenant un enseignant. C'est la même chose pour les centres de santé. Nous sommes en train de former beaucoup de médecins. Nous ne voulons pas que les centres de santé améliorés que nous allons construire soient dirigés par un infirmier ou une sage-femme, mais sont dirigés par des véritables médecins. La preuve, on construit avec son bureau, son appartement, pour que ça soit dirigé par des véritables médecins. Donc, c'est vrai que nous avons des insuffisances. On n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de docteurs, on n'a pas assez d'ingénieurs. Mais au moins, nous connaissons. Et nous connaissons nos faiblesses et nous sommes décidés à les remédier. Moi, j'ai qu'un complexe. La preuve, j'estimais que les Guinéens ne sont pas en mesure aujourd'hui de gérer l'électricité. J'ai demandé, on a fait un appel d'offres aujourd'hui, c'est Veolia qui gère l'électricité. J'estimais qu'on ne peut pas gérer l'eau aujourd'hui. Je suis en train de faire un appel d'offres pour faire venir un instant technique. Je n'ai pas honte qu'un instant technique français vienne diriger l'électricité pendant quelques temps, 2, 3, 4 ans de temps que je forme des jeunes cadres qui vont effectivement diriger. Je préfère cela que de voir quand on a le central thermique, les 2 tiers du gasoil sont volés, ou bien les câbles sont volés, ou bien on dit aux gens de ne pas payer, etc. etc. Non. Donc moi, je n'ai pas de complexe. Mais vous n'avez pas de complexe, mais vous soulevez quand même un problème qui est un problème de déficit des ressources humaines. Et la question que sous-tend, on cite Marie-Angèle là-dessus, et qui est vraiment réelle. Vous construisez 5098 salles de classe en 5 ans, vous dites, alors qu'il y a eu moins de 1200 salles de classe qui ont été construites en 15 ans. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion d'un investissement massif alors que la ressource humaine ne suit pas? Mais qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Demandez au ministre de l'Enseignement. Pendant ce temps-là, vous avez formé combien d'enseignants? À ce moment, vous pouvez répondre. Faites des enquêtes d'abord. Aujourd'hui, pour vous, le processus... S'il vous plaît, posez la question. Vous avez construit 5000, vous avez formé combien d'enseignants pendant cette période-là? À ce moment-là, vous pouvez tirer des conclusions. Une autre conclusion, c'est je dis toujours, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Faites d'abord des enquêtes. Monsieur le Président de la République, 10% des Guinéens ont moins de 20 ans. Et quand on sait que le taux de chômage est environ de 15% en milieu urbain, on se demande quelle est votre politique pour pouvoir gérer les perspectives avec les jeunes. Vous savez, lorsque nous étions à Durban, au sommet du BRICS, j'ai dit à mes collègues, nous sommes assis sur une bombe d'Alpha, tant qu'on nous a dit oui, le jeune. 70% de la population guinéenne ou 75% est jeune. Si nous n'arrivons pas à résoudre l'emploi jeune, on va tout sauter. Mais je suis arrivé au pouvoir il y a 5 ans. Je suis arrivé à trouver un pays endetté, qui n'avait même pas de PPTE. Il fallait me battre d'abord pour avoir le PPTE. Un pays où toutes les usines construites par la Première République ont été bazardées, où l'inflation a été un mot. Et ensuite, les opposants mettaient tout le temps des gens dans la rue pour empêcher de mettre ces villes. Ensuite, on a eu le Bola. Malgré cela, nous avons créé non seulement des emplois, nous avons fait ce qui n'existe pas en France. Je vais vous demander de visiter le centre pour les jeunes, pour apprendre les jeunes comment avoir leur métier. Hier, j'ai été un étudiant, une tablette. C'est-à-dire aujourd'hui, d'après l'année prochaine, les Guinéens peuvent suivre n'importe quel cours de n'importe quel professeur à Washington ou à Paris. Mieux, avec Bolloré, nous sommes en train de faire des blue zones. Allez aux blue zones, on est en train de faire des incubateurs. Ça veut dire que concrètement, que beaucoup de jeunes Guinéens vont être, grâce à l'incubateur, capables de créer leur propre entreprise, comme ça se fait aux États-Unis et autres. Donc, en 5 ans, vous voulez, enfin, quel est le taux de chômage dans les autres pays africains? Chez vous, quel est le taux de chômage, monsieur le journaliste? Non, je vous pose la question, que non, quel est le taux de chômage chez vous? C'est facile de dire non. Vous êtes africain, non, vous êtes africain, quel est le taux de chômage chez vous? Parce que c'est facile de dire à 15%, quel est le taux de chômage chez vous? Voilà, chez moi, c'est la Guinée. Non, c'est pas la Guinée. Non, c'est-à-dire, ne faisons pas de démagogie. Quel est le taux de chômage chez vous? Nous sommes africains. Quel est le taux de chômage chez vous? Moi, au moins, je me bats parce que j'ai mis mon mandat sur le compte d'aider des femmes et les jeunes. Et vous savez, ce que j'ai dit aux femmes hier, quand je vais dans les sous-préfectures, je suis malade. Je vois des jeunes filles de 15 ans qui ont des enfants dans le dos. Alors qu'en Guinée, on ne doit pas se marier avant 17 ans. Mais c'est un scandale.
Ça veut dire à cause de la pauvreté, à cause de la non-autonomisation des femmes, on marie des enfants jeunes. Mais une fille de 15 ans qui a un enfant, non seulement elle ne peut plus faire des études, mais elle est déformée. Et j'explique ça famille. Pourquoi nous nous battons pour l'autonomisation des femmes, pour qu'elles ne soient plus obligées de se marier à 15 ans et de ne plus faire des études, être déformées. Et c'est ça qui m'a le plus frappé dans mes tournées dans les préfectures. Et ça m'a fait mal. Parce que c'est presque un crime. Parce qu'on ne lui permet pas d'étudier, ensuite, elle est condamnée. Oui. Vous avez espoir, oui ou non, que oui, ça va s'améliorer? Parce que justement, j'ai discuté avec les femmes, j'ai dit, si vous voulez, tout problème diagnostiqué est à moitié résolu. À partir du moment où vous avez posé un diagnostic correct, vous pouvez trouver des solutions correctes. L'autre diagnostic que nous devons poser, c'est sur la Guinée, qui est un reflet du continent. Nous allons marquer une courte pause et nous allons poser ce diagnostic avec Thierry Ngongan, qui va nous rejoindre juste après la pause.